Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Je vais aller un peu vite pour laisser la place à la fois à Fanny et puis à vos questions. Donc on va commencer par parler un peu de la Méditerranée, montrer que cette mer souvent critiquée est quand même très exceptionnelle. On fera un petit tour par les cétacés, notamment leurs origines, leur évolution. Et puis on ira assez vite sur les principales espèces du Sanctuaire Pélagos, celles qu'on fréquente tous les étés, et on parlera également des menaces. Alors, la Méditerranée est un hotspot de biodiversité. On le constate au travers de ces chiffres, 10 à 17 000 espèces marines recensées. Ça représente une dizaine de % de la biodiversité mondiale, parfois plus pour certains phylums. Et tout ça est à rapporter aux dimensions très réduites de la Méditerranée, puisque elle fait moins de 1% de la surface des océans. Et comme en l'occurrence, il faudrait plutôt parler de volume, c'est moins de 0,3% du volume total qui abrite près de 20% de la biodiversité. On retrouve cette richesse par des origines diverses. La plupart des espèces sont des espèces atlantiques. Une très grande proportion d'espèces endémiques, qui est aussi une particularité de la Méditerranée. Une partie d'espèces plus réduites qui viennent des tropiques. Et enfin, depuis la fin du XIXe siècle et le creusement du canal de Suez par Ferdinand de Lesseps, on a de plus en plus d'espèces qui colonisent la Méditerranée par ce canal. 600 espèces de poissons, 7% de la biodiversité mondiale, et également pour les cétacés, puisqu'on y retrouve près d'un quart des espèces de cétacés, toujours, je vous le rappelle, sur un seul petit pourcent de l'océan mondial. Alors, il y a une raison à ça. Il y a une raison qui est liée à l'histoire climatique de la Méditerranée, qui est à la base une mer tempérée, mais qui a subi de grandes variations climatiques. Pendant les périodes glaciaires, où les glaciers descendaient pratiquement jusqu'à Valence, un certain nombre d'espèces, plutôt nordiques, plutôt d'eau froide, sont venues coloniser la Méditerranée. Et puis, le grand balancier climatique est parti en marche arrière, on est dans une période interglaciaire, les espèces froides disparaissent, mais certaines arrivent à se maintenir, en particulier dans les parties septentrionales du bassin méditerranéen. Et puis à nouveau, on passe de l'autre côté, on est cette fois dans une période chaude, tropicale, des espèces tropicales colonisent la Méditerranée, retour à des climats plus tempérés. Encore une fois, les espèces, certaines disparaissent, d'autres se maintiennent, notamment dans le sud du bassin. Le résultat de ces alternances climatiques, c'est que nous avons en Méditerranée, comme on l'a vu, un nombre d'espèces plus grand parce qu'il y a là à la fois des espèces tempérées, mais aussi des reliques des périodes glaciaires, des espèces froides, et des périodes et des espèces tropicales. Voilà pourquoi la Méditerranée, une des raisons pour laquelle la Méditerranée est une mer riche. Elle est également riche en Méditerranée puisque, comme je l'ai dit, sur les 82 à 85 espèces, alors vous pouvez être surpris de cette incertitude, mais il y a des grandes discussions chez les taxonomistes, donc suivant qu'on s'accorde à dire que cette espèce est une sous-population ou une vraie espèce, on tombe sur des chiffres différents. Toujours est-il qu'on a un ordre de grandeur de 82 à 85 espèces, et qu'en Méditerranée, on a vu au moins une fois, de façon plus ou moins fréquente, mais au moins une fois, une vingtaine d'espèces. Et en particulier, dans ce secteur de la Méditerranée, qui est le coin nord-ouest, qui est celui sur lequel on travaille, dans lequel se produit un phénomène très connu des océanologues qui s'appelle l'upwelling. L'upwelling, ce sont des remontées d'eau froide qui peuvent être liées soit à l'action d'un vent qui vient de la Terre, qui va repousser vers le large les eaux de surface, créant de la place pour des eaux profondes qui vont remonter, soit par des gyres, et c'est aussi le cas dans cette région de la Méditerranée, des gyres de courant qui vont créer là aussi des remontées d'eau froide. Ces remontées d'eau froide sont riches en éléments nutritifs. Ces éléments nutritifs soumis à l'énergie du soleil produisent le premier chaînon de la chaîne alimentaire, c'est le phytoplancton. Et c'est pourquoi cette zone de la Méditerranée est particulièrement riche en cétacés. Comme on peut le voir sur cette carte, où on voit en rouge les zones riches en plancton, et on voit bien que, alors que la grande partie de la Méditerranée est assez pauvre, c'est ce qu'on appelle une mer oligotrophe, un certain nombre de secteurs, et en particulier ce secteur nord-ouest, est plutôt riche en plancton. Un petit mot des cétacés et d'abord des origines des cétacés. D'où viennent-ils ces animaux? Si on regarde le grand chemin de l'évolution que j'ai figuré ici, on va situer la Terre, la création de la Terre à moins 14 milliards d'années. La vie a pris son temps pour apparaître, puisqu'elle apparaît presque 10 milliards d'années plus tard, il y a 3,5 milliards d'années, évidemment dans les océans.
Et il faudra attendre bien longtemps, zoomer sur ce chemin de l'évolution pour avoir la sortie de l'eau. C'est-à-dire quand la vie, lassée des océans, s'est dit je vais conquérir la Terre avec les premiers animaux qui sont sortis il y a à peu près 350 millions d'années. Premiers mammifères, nos ancêtres, 200 millions d'années. Les dinosaures que tout le monde connaît, qui ont vu leur apogée principale autour de 170 millions d'années, mais qui ont duré jusqu'à 60-65 millions d'années, date de leur disparition. Et puis, voilà, ceux qui nous intéressent, ce sont les archéocètes. Ce sont les ancêtres des cétacés qui sont apparus sur la planète entre moins 60 et moins 50 millions d'années. On verra que là aussi, il y a une petite discussion entre scientifiques. Et puis le petit dernier, le tout nouveau, Homo sapiens, après être passé par 3 étapes, celui que nous sommes, qui est apparu seulement il y a 200 000 ans. Alors il y a un petit mystère sur les ancêtres, comme je vous le disais. On a pensé pendant très longtemps, quand on travaillait essentiellement sur les os, ce que font les paléontologues qui travaillent sur des fossiles, ils pensaient que l'ancêtre des cétacés était un genre de loup, un carnivore de la famille des Mésonychidés. C'est très compliqué à prononcer. Et c'est la théorie qui tenait jusque dans les années 2000, avec une apparition datée aux alentours de 60 millions d'années. Et puis sont arrivés les biologistes moléculaires qui, eux, travaillent sur le génome. Et pour eux, l'ancêtre du cétacé n'est plus un loup, mais plutôt un hippopotame, c'est-à-dire un ongulé qu'on a appelé Pachycetus et qui serait arrivé un petit peu plus tard. Pour le moment, on en est là. On va dire que les tenants de la biologie moléculaire sont plutôt ceux sur lesquels on s'oriente, mais la théorie des paléontologues ne peut pas être non plus complètement abandonnée à ce stade. Ce dont on est sûr, c'est que les 2 sous-ordres qui composent l'ordre des cétacés qu'on connaît aujourd'hui sont apparus il y a 25 millions d'années et se séparent en 2 groupes. D'un côté, les cétacés à moustache, c'est l'origine du mot mysticète, car ce sont des cétacés à fanon, on verra à quoi ça ressemble un peu plus tard, et de l'autre côté, les cétacés à dents, les odontocètes, qui regroupent, eux, un plus grand nombre d'espèces. Côté moustache, on a assez peu d'espèces, mais on a du lourd, dans la mesure où c'est là que se regroupent tous les gros animaux. Ce qu'on appelle, nous, les baleines, c'est-à-dire les cétacés à fanon, sont dans cette catégorie-là. Il y a le rorqual bleu, le plus grand animal sur la planète, le rorqual commun, le deuxième, donc on va voir un peu plus en détail, et puis la baleine à bosse qui est assez connue. De l'autre côté, on a tous les cétacés à dents, depuis le plus grand, le cachalot, jusqu'au plus petit, comme le marsouin ou certains dauphins d'eau douce. Voilà pour les cétacés, on ne s'étendra pas plus, on va voir maintenant dans le concret quelles sont les espèces qu'on fréquente au cours de nos missions l'été. Et il y en a principalement 6 plus 2. Alors 6 plus 2, une dont je vais vous parler et une dont je parlais très peu, c'est le dauphin commun, puisque le dauphin commun est présent simplement dans le sud du bassin et encore, il semble être de plus en plus raréfié, remplacé par son cousin, le dauphin bleu et blanc. Alors on va commencer par le plus grand, c'est le rorqual commun. C'est un animal, comme je le disais, qui est le 2e plus gros sur la planète, une vingtaine de mètres, 50 tonnes jusqu'à 70 tonnes. Chez ces animaux, ce sont les femelles qui sont les plus grosses. Ça sera le contraire chez les cétacés à dents. Ce qui frappe d'abord chez cet animal, c'est l'aspect longiligne. On est très loin de la silhouette rebondie qui orne les boîtes de sel. C'est vraiment un animal qui est taillé pour la vitesse. Et vous voyez que du côté moteur, il y a une caudale extrêmement puissante qui le permet de le propulser à plus de 15 nœuds, 20 nœuds pendant un certain temps. Donc c'est ce qu'on appelait, c'est ce que les chasseurs, les baleiniers appelaient, celui qu'ils appelaient le lévrier des mers. Lévrier des mers parce qu'ils étaient parfois mis en défaut justement par sa vitesse, jusqu'au moment où l'avènement des chevaux vapeur et du canon harpon a mis fin à toute tentative, possibilité d'échapper de ces animaux. Ce qui distingue le rorqual commun quand on est sur le terrain, c'est ce souffle vertical assez haut qui fait 4 à 6 mètres. Ce souffle qui a d'ailleurs failli causer sa perte, puisque c'est grâce à ce souffle qu'on peut le repérer, sinon il est extrêmement discret. Donc voilà le souffle du rorqual commun. Caractéristique des cétacés à fanon que l'on voit ici, il y a un double évent, c'est-à-dire que les 2 branches qui sortent des poumons ne se rejoignent pas, contrairement aux odontocètes où il y a fusion et un seul évent. Là, le double évent est préservé et donc vous avez cette carène caractéristique qui vient protéger un peu à l'avant le double évent. Ce sont des animaux qui vivent essentiellement en couple, parfois à 3, des fois à 5, très exceptionnellement à 7 et probablement quand il y a beaucoup de nourriture. Encore que ce que je vous dis là, c'est une perception très humaine, dans la mesure où pour des animaux qui vivent dans un univers totalement acoustique,
on ne sait pas très bien si l'animal qui est à côté d'eux et qui navigue de conserve avec eux est finalement plus éloigné que celui avec lequel ils peuvent communiquer à plusieurs centaines de kilomètres parfois, ou en tous les cas dizaines de kilomètres. Mais toujours est-il que pour nous, sur l'eau, les groupes de rorquals communs sont souvent 3-4, parfois 7, rarement plus. Comme je le disais, ils sont souvent très synchronisés et dans un groupe, ils occupent souvent la même place dans le groupe à chaque fois qu'ils vont émerger après des sondes de 7 à 8 minutes. Voilà une vision un peu particulière du rorqual commun, prise de face, où on voit deux choses. La première, c'est que c'est bien la mandibule supérieure qui est la plus fine, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre. On a l'impression que l'animal est à l'envers. Et surtout, j'attire votre attention sur une caractéristique du rorqual commun, c'est que la mandibule droite est plus claire que la mandibule gauche. Voilà. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, c'est ce qui nous permet de le reconnaître, puisque c'est de ce côté-là, côté droit, qu'on va prendre des photos identification. Voilà l'allure extrêmement longiligne du rorqual commun et cette photo qui nous permet de démontrer, s'il était besoin, que la vision ne sert à rien sous l'eau. Comme vous le voyez, quand ils sont sous l'eau, les animaux ont les yeux fermés. La distribution du rorqual commun est essentiellement pélagique, c'est un animal qu'on va trouver au large, même si, comme toujours, il y a des exceptions dans la nature. Il est possible qu'il se rapproche des côtes si la nourriture est là, mais la plupart du temps, c'est au large qu'on va le trouver. Comme je le disais, c'est un animal qui broute plus qu'il ne chasse, dans la mesure où il a une technique pour se nourrir très particulière. Il a ses peignes, qu'on voit ici au naturel, qui lui permettent d'engouffrer plusieurs mètres cubes d'eau, donc plusieurs milliers de litres d'eau de mer, et ensuite, avec la langue, de le chasser au travers de ce filtre et de récupérer sa nourriture principale, qui est cette petite crevette, comme je le disais. Donc voilà comment ça se passe quand on a la chance d'avoir des concentrations de crevettes en surface. Ce n'est pas le cas en Méditerranée, mais ce que vous voyez là, cette façon de se mettre sur le côté, d'engouffrer des milliers de litres d'eau d'un coup, se produit en Méditerranée entre 200 et 500 mètres de profondeur dans le noir absolu. Quelques images pour vous montrer comment sont ces animaux dans l'eau. Ça peut être extrêmement calme dans ces jours assez magiques de Méditerranée où la mer est d'huile. Où là on va avoir des animaux extrêmement reposés, tranquilles, qui sont en surface entre deux sondes, parfois se reposent, dorment. Mais comme vous le voyez, on voit bien sur ces images la mâchoire blanche. On a la chance en Méditerranée d'avoir cette transparence que nous envient beaucoup de nos collègues atlantiques qui voient rarement les animaux comme ça à travers la surface. Donc voilà quelques images que je vous laisse profiter. Vous voyez que contrairement à la baleine à bosse, les nageoires pectorales sont très petites. Chez les animaux, c'est vraiment pas ça qui le propulse, c'est pas avec ça qu'il avance, c'est avec la caudale. Voilà un animal un peu curieux qui est venu voir d'assez près le caméraman. Et c'est comme la plupart du temps un jeune qui est venu voir. Et je vous ai mis ces images pour vous montrer l'extrême flexibilité de cet animal qui fait 70 tonnes, qui, dès qu'il baisse la tête, se retrouve à 20 mètres de profondeur et qui, quelques secondes plus tard, avec deux oscillations de la caudale qui ont l'air extrêmement tranquilles, se propulse jusqu'à 100 mètres de profondeur. Le deuxième, le cachalot. Un peu plus petit, mais les mâles sont quand même assez grands, jusqu'à 50 tonnes pour 15 à 18 mètres. Une allure très particulière avec ce front très camus et le souffle qui est très différent du rorqual commun. C'est ce qui va nous permettre de très loin de distinguer les deux. L'évent du cachalot est placé sur l'avant de la tête et sur le côté gauche. Donc le souffle va être orienté vers l'avant. Quand il y a du vent, vous pouvez confondre le souffle rabattu d'un rorqual avec celui d'un cachalot. Mais c'est rare, la plupart du temps c'est assez clair. On voit ici sur cette image, dans l'axe du cachalot, que l'évent est vraiment décalé sur la gauche et vers l'avant. Ce sont des animaux qui vivent soit solitaires pour ce qui concerne les grands mâles, encore une fois avec les réserves que j'ai dites, c'est-à-dire que c'est des animaux qui communiquent très bien, donc on sait très peu de ce que c'est finalement d'être avec en langage cachalot ou en langage cétacé. On peut également trouver, et de plus en plus, c'était assez rare il y a encore 14 années quand on a commencé à travailler, maintenant c'est de plus en plus fréquent, des groupes qui regroupent, c'est la fonction du groupe, des animaux, des jeunes et probablement des femelles, avec des groupes qui peuvent faire une dizaine d'individus. Ici une photo d'un jeune curieux. Le cachalot est un animal qu'on va trouver essentiellement sur le talus. C'est là qu'il va chasser, parce que lui est un chasseur en cliquant, et il va se nourrir de céphalopodes. C'est ce qu'on appelle des teutophages. C'est toute la famille pratiquement des odontocètes qui se nourrissent essentiellement avec des céphalopodes, calmars, poulpes, etc. Le cachalot est un plongeur hors pair. Il est capable de plonger à près de 2000 mètres de profondeur sur près d'une heure.
Et c'est toujours assez majestueux de voir cette sonde quand on imagine la pression de plusieurs tonnes qu'il va subir à l'issue de cette descente vers les profondeurs. Voici l'œil du cachalot et quelques images du cachalot en surface d'abord. Qu'on voit ici, c'est l'attitude caractéristique en Méditerranée, c'est un rythme de 50 minutes sous l'eau, 10 minutes en surface pour récupérer. Quand le cachalot est en surface pour récupérer, généralement il fait vraiment la bûche, c'est-à-dire qu'il bouge très peu, il est très tranquille et il est très concentré à récupérer, à se réoxygéner et à récupérer ses forces. Donc voilà le cachalot en surface, en action. Un groupe ici, on voit que ce sont les animaux qui sont moins longilignes, un peu plus trapus que le rorqual commun. Et je vous ai mis ces images parce qu'elles sont d'assez mauvaise qualité, mais le moment, lui, était exceptionnel. C'est ce qu'on appelle la marguerite. Il arrive que ces animaux socialisent, et là, comme on le verra sur les globicéphales, ils se regroupent, les têtes vers le centre, tous ensemble, ils se frottent, ça bouillonne. C'est assez exceptionnel à voir, c'est très intriguant. On a eu en plus la chance ce jour-là d'avoir les globicéphales qui tournaient autour de ce groupe. On s'est dit qu'on avait peut-être affaire à une naissance ou à un événement particulier, on n'est pas arrivé à le savoir. Mais voilà, ce sont des images malheureusement de mauvaise qualité, mais assez étonnantes. Ça nous est arrivé une fois en 14 ans de pouvoir assister à ce regroupement. Le globicéphale dont je viens de parler, un animal très attachant, très particulier, avec à la fois ce melon très rond, qui fait quand même 6 à parfois 7 mètres pour les plus grands mâles. Donc ce melon très rond, très proéminent. Et cette attitude qui est probablement une des caractéristiques de l'espèce, c'est que lui est très intéressé par ce qui se passe au-dessus de la surface. Donc c'est un animal qui va venir près du bateau et qui va regarder, qui va jeter un œil dehors, comme il le fait, ce qu'on appelle le spy hopping, du mot espionnage. On voit la dorsale extrêmement large à la base, avec la pointe qui va vers l'arrière. Voilà ici donc quelques animaux qu'on va retrouver en groupe, très serrés, très denses, souvent en fin d'après-midi. Pourquoi en fin d'après-midi? Parce que ce sont des animaux qui ont compris que leurs proies remontaient des profondeurs pendant la nuit, et plutôt que d'aller chercher la journée très profond, ils ont choisi d'aller pêcher la nuit moins profond. Et du coup, l'après-midi, comme la plupart des Méditerranéens, ils font une petite sieste. Et c'est souvent à cette occasion qu'on peut les voir côte à côte, en groupe extrêmement serré. Vous allez voir dans le film, imaginez-vous qu'il y a quand même toute la Méditerranée autour. Ils pourraient avoir chacun leur espace, et bien non, ils sont collés les uns contre les autres, avec ce joli petit plastron blanc sur le ventre. Le globicéphale est un animal du large, même si on le rencontre parfois sur la pente du talus continental. Il se nourrit lui aussi de calmars, pas les mêmes espèces, des espèces un peu plus petites par rapport au cachalot. Voilà quelques images du globicéphale. Donc cette attitude caractéristique, très très tranquille en surface. C'est des moments à la fois de repos et de socialisation. Ils sont tous ensemble. Généralement, un regroupement des femelles avec les jeunes, comme on le voit ici, avec un jeune qui a cette position caractéristique, collé sous le ventre de sa mère, dont il ne décolle pas. Et généralement, il y a quelques gros mâles qui sont autour et qui surveillent le groupe, le troupeau. C'est des animaux qui sont extrêmement curieux, c'est ceux qui viendront vous voir près du bateau, qui sont capables de vous faire des farces. On a un animal cet été qui est venu se caler entre les deux coques du catamaran pendant que tout le monde le prenait en photo et qui d'un grand coup de queue a arrosé tout le monde, y compris les appareils photo, et je peux vous dire que c'était tout à fait calculé, c'était pas un hasard. D'ailleurs, Véronique pourra en témoigner puisqu'elle a reçu la douche elle-même. Donc voilà pour les globicéphales. Toujours par ordre de taille, le grand puce ou le dauphin de Risso, lui il a cette particularité, c'est de se couvrir progressivement de cicatrices. Une taille un peu plus petite que l'autre, on est à 400 kg, 3 mètres, 3 mètres et demi. Et donc cette allure vraiment caractéristique qui au fil du temps, au cours d'interactions sociales dont on voit qu'elles peuvent être assez musclées, va se couvrir de cicatrices. Une autre caractéristique, c'est cette dorsale extrêmement effilée qui a fait dire à certaines personnes qui connaissent mal les animaux qu'ils avaient vu des orques en Méditerranée. Ça arrive qu'il y ait des orques en Méditerranée, mais pas si souvent que ça, et souvent ce sont les grands puces qu'on va prendre pour des orques.
Voilà un animal âgé, ce n'est pas un albinos, c'est juste qu'il est âgé et que donc il est totalement recouvert de cicatrices, totalement blanc. À côté de ça, vous avez un adolescent dont on voit qu'il commence juste à se couvrir de ses cicatrices. Et puis un très jeune ici qui est encore cette robe grise uniforme. Là aussi, ce sont des animaux qui forment des groupes un peu plus petits que les globicéphales. C'est rarement plus d'une quinzaine, une vingtaine d'animaux, avec ce melon fendu sur le milieu assez caractéristique et puis ce sourire goguenard qui fait tout leur charme. Voilà un animal qui s'en est sorti de justesse, qui a été probablement piégé dans un lien, soit un engin de pêche abandonné, qui heureusement a réussi à survivre. Et comme je vous l'indiquais, cet évent unique qui fait la caractéristique des cétacés à dents. Contrairement au globicéphale qui se retrouve plutôt au large, le grand puce est lui plutôt sur le talus continental. D'une façon générale, on observe que les cétacés sont très habiles à se répartir dans l'espace et les proies. C'est-à-dire que quand il y a un risque de compétition sur la taille de la proie, comme c'est le cas entre le grand puce ou le globicéphale, eh ben, ils vont soit se succéder dans le temps, soit se répartir dans l'espace sans conflit. Lui aussi teutophage, mangeur de céphalopodes, encore une fois des espèces adaptées à la taille. Ce qui me permet de passer au grand dauphin directement, puisque j'ai malheureusement pas d'image vidéo à vous montrer du grand puce. C'est des rencontres qui sont plutôt de plus en plus rares. Le grand dauphin, c'est celui qu'on connaît le mieux, c'est Flipper, ce sont les dauphins ambassadeurs. C'est des animaux qui vont faire 3 mètres jusqu'à 300 kg en Méditerranée. Il y a des sous-populations dans le monde qui sont plus grands. Il y a des animaux qui font jusqu'à 4 mètres, par exemple, en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, caractéristique avec ce qui a donné son nom en anglais, son rostre en nez de bouteille, c'est le bottlenose dolphin, dont on voit qu'il s'en sert pour faire des choses parfois un peu musclées. Ce sont des animaux qui vont vivre là aussi en bande d'une dizaine, quinzaine d'individus, parfois un peu plus. Des interactions avec les oiseaux, parce que ce sont les animaux qui sont les seuls à vivre sur le plateau continental. C'est-à-dire que, contrairement à tous les autres qui vivent au large, comme je l'indique ici, le grand dauphin est un animal qui va vivre avec des profondeurs qui ne dépassent pas 200 mètres la plupart du temps. Pourquoi ? Parce qu'il a une nourriture beaucoup plus diversifiée que tous les autres et qu'il se nourrit en particulier d'animaux qui vivent sur le fond. Et que quand on vit d'animaux qui vivent sur le fond, c'est plus simple de ne pas dépasser 200 mètres plutôt que de descendre jusqu'à 1000, même s'il est possible qu'il soit capable de plonger non pas jusqu'à 1000, mais à plus de 200 mètres en tous les cas. Le dauphin bleu et blanc, enfin, qui est un peu le principal représentant des cétacés en Méditerranée nord-occidentale, c'est celui que vous allez croiser forcément si vous ouvrez un peu les yeux et que vous traversez entre la Corse et le continent. Il est assez petit, 2 mètres pour 120 kg. Ici, une mère avec son jeune, en sachant que chez ces animaux, le jeune naît pratiquement à 2/3 de la taille de l'adulte, donc on voit qu'il sort assez gros, souvent la queue, la première d'ailleurs, contrairement à d'autres mammifères. Ici, une image, non pas un balai entre 4 animaux, simplement un effet de miroir avec la surface, des images qu'on doit à Frédéric Basmayous. La caractéristique du dauphin bleu et blanc, c'est ça. C'est un animal extrêmement dynamique, qui saute, qui est plutôt drôle, plutôt joyeux, qu'on peut voir tout d'un coup, souvent à la tombée du soir, partir à toute vitesse, à grands sauts tendus sur l'horizon. Ce sont toujours des jolis moments à partager avec eux. On voit ici toute une série de photos et un peu ces figures de style qu'on retrouve aussi parfois. Il va se dresser sur la tête, sauter. Bref, ce sont vraiment des animaux qui ont un caractère social affirmé, qui vivent en bande et qui sont plutôt amusants à regarder, comme on le voit ici. Je vous ai mis cette photo également pour vous montrer que les interactions musclées ce ne sont pas le seul fait des grands puces, puisque vous voyez que les scarifications qu'on voit là, c'est bien des traces de dents, donc il y a quand même quelques... Le gentil dauphin n'est peut-être pas aussi gentil qu'on veut bien le croire, parfois. Et donc, comme je le disais, c'est un animal qui vit résolument au large, même s'il arrive qu'il puisse se rapprocher des côtes, notamment au petit matin. Quelques images de dauphins bleus et blancs. Comme vous le voyez, et c'est une discussion qu'on a souvent avec mon ami François qui est là, 2 animaux en surface et beaucoup plus dessous. Alors pour nous qui observons les dauphins bleus et blancs, c'est vrai qu'on doit estimer la taille des groupes. Comme on est sur un bateau, on estime les animaux qu'on voit en surface et on a beaucoup d'incertitudes sur le coefficient multiplicateur qu'on doit appliquer.
on était autour de 7 à 8, mais peut-être que c'est beaucoup plus, comme on le voit sur ces images. Finalement, quand il y a un animal ou deux qui va respirer, on voit qu'il y en a toujours pratiquement 15, 20 qui restent dessous. Donc peut-être qu'on a finalement une sous-estimation assez forte de ces groupes. On voit ici, par exemple, qu'il y a sur cette image déjà pratiquement une vingtaine d'animaux. Extrêmement rapide, extrêmement vif. Voilà, je vais vous parler pour finir sur ces espèces du Ziphius, qui n'est pas une espèce commune dans la mesure où, pour ce qui me concerne, je n'en ai vu qu'une fois et encore de très loin et je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement discrète. En revanche, avec un hydrophone, on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est donc une petite baleine avec le mâle qui a deux dents assez mignonnes qui sortent de la mandibule inférieure, qui fait jusqu'à 3 tonnes, donc c'est quand même un animal conséquent. Et je vous montre ça parce qu'on a la chance d'avoir récupéré cet été des images assez exceptionnelles d'animaux qui ont été filmés dans le sanctuaire, plutôt côté italien, parce que c'est vraiment l'endroit où on va les trouver. Sincèrement, dans le golfe du Lion et jusqu'au sud de Nice, nous, on n'en voit pratiquement jamais, alors que nos collègues qui travaillent en Italie voient régulièrement. Et comme me le disait une collègue italienne, ils avaient constaté que quand le Ziphius est là, le cachalot s'en va, et réciproquement. Donc il y a là aussi, on sent un partage de l'espace entre ces deux espèces qui sont probablement sur le même secteur et sur le même régime alimentaire. Il y a une nouvelle extrêmement intéressante qui est sortie il y a quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est cette espèce qui détient aujourd'hui et depuis très peu le record d'apnée, jusqu'à présent détenu par l'éléphant de mer pour ce qui concerne la profondeur et le phoque pour ce qui concerne la durée. Eh bien, les deux records ont été explosés par le Ziphius, puisqu'on a trouvé un animal qui est descendu jusqu'à 2998 mètres, près de 3 km sur la surface, et un autre qui est resté 137,5 minutes sous l'eau en apnée. Et contrairement à son cousin, le cachalot, le Ziphius n'a pratiquement pas besoin de respirer pour repartir sous l'eau. C'est-à-dire que 2 minutes lui suffisent entre chaque apnée pour récupérer et être capable d'un nouvel exploit. Donc c'est assez considérable, c'est nouveau. On ne pensait pas que ces animaux-là étaient capables de telles performances. Les menaces. La Méditerranée est une petite mer, mais elle est très peuplée. Donc il y a beaucoup de menaces. La pression des activités anthropiques est considérable. Je vous ai mis ici un petit florilège. Il y en a une qui est évidemment très importante à 2 titres, et en particulier pour les gros animaux, c'est le trafic maritime. La Méditerranée, 1%, je vous rappelle, de la surface de l'océan mondial, mais 1/4 du trafic mondial et 1/3 du trafic pétrolier. Ça veut dire qu'il y a 220 000 navires par an qui sillonnent la Méditerranée, c'est-à-dire 2000 navires en permanence à la mer, dont 200 à 300 pétroliers. Alors ça, c'est considérable. Quand vous faites des cartes, par exemple ici avec les lignes de ferry, ça c'est le sanctuaire Pélagos, donc un endroit qui est dédié à la protection des animaux, vous voyez que ces lignes, simplement on parle en termes de lignes régulières, sont importantes, tant pour les ferries que pour les cargos. Si on passe en intensité de trafic, c'est-à-dire que si on calcule le nombre de temps passé dans un petit carré par les bateaux, on obtient une carte qui est également intéressante, surtout qu'elle nous permet de la superposer avec les cartes que nous avons faites de l'habitat favorable des espèces qui sont impactées par ça, c'est-à-dire les grandes espèces, cachalots et rorquals communs. Ça nous permet d'avoir des zones à risque pour les collisions entre les grands cétacés, et vous voyez que dans le sanctuaire, elles sont nombreuses, parce que malheureusement, le sanctuaire est le lieu où il y a beaucoup d'animaux, mais il y a aussi une fréquentation importante, en particulier l'été, avec le trafic touristique entre le continent et la Corse. Alors, je vous ai mis ces images, ça ne dure pas longtemps, c'est juste pour vous montrer qu'une collision, ça peut arriver. Voilà, vous avez un horizon totalement dégagé, vous avez un bateau qui a l'impression d'avoir la mer pour lui tout seul, et puis tout d'un coup, il y a cet animal extrêmement discret qui sort, et s'il n'y a pas une veille active, l'accident peut survenir. Et c'est donc la première cause de mortalité non naturelle chez les grands cétacés, et pour que ça ne reste pas simplement un chiffre, une idée, je vous ai mis quelques images un peu choc pour vous montrer comment on transforme cet animal magique en de la viande qui arrive au port parce qu'il a été coincé sur le bulbe. Ici, c'était un bateau de la CMA-CGM. Voilà, donc juste pour vous rendre compte de façon très concrète ce que ça veut dire, une collision, ce n'est pas simplement une statistique, c'est transformer ce qu'on voit là en un tas de chair morte. Et les probabilités ne sont pas minces, puisque quand on se livre à des calculs, des estimations, on se rend compte que
Chaque été, 417 rorquals communs et 78 cachalots courent le risque, je dis bien courent le risque, heureusement tous ne le sont pas par chance, sinon ce serait très grave, mais courent le risque de se trouver sur la route d'un grand navire. Et quand on sait que le trafic maritime croît de 4% par an, on peut s'inquiéter parce que ça veut dire que ça va doubler tous les 20 ans. Alors il y a une solution, c'est REP7, je ne m'étends pas dessus, Fanny vous en parlera tout à l'heure. Il y a une autre conséquence du trafic maritime, c'est le bruit, évidemment. Les moteurs font du bruit et je vous rappelle que ces animaux vivent dans un univers acoustique et qu'en particulier, c'est grâce à l'acoustique qu'ils vont localiser leur proie. Donc j'ai essayé de me mettre à la place d'un animal et de changer ça au niveau visuel. Voilà ce que ça donnerait en fait pour nous qui sommes des animaux visuels, d'avoir du bruit en permanence. C'est d'être tout le temps brouillé dans ce qu'on peut voir. Voilà. Vous vivez dans ce monde-là avec des flashs, pour nous qui sommes visuels, et pour les animaux, c'est du bruit, c'est à peu près la même chose. Donc ça a un impact évidemment sur les relations sociales, sur la façon de se déplacer, de s'orienter, de chasser. Le tourisme, avec ses excès, encore une fois, Méditerranée, 30% du tourisme mondial, sur 1% de l'océan mondial. Un comptage en août 2005, 2000 bateaux aux îles Lavezzi qui font à peu près 2 km de diamètre. La question des collisions se pose aussi pour les grands navires de plaisance. La question du whale watching également, qui est potentiellement quelque chose d'intéressant si elle est pratiquée de façon durable en respectant des règles. On ne s'approche pas trop, on ne nage pas avec les animaux, etc., etc. Et surtout si elle se pratique avec un nombre limité, parce que vous pouvez mettre toutes les règles du monde, si vous êtes des millions à faire la même chose au même moment, vous avez forcément un impact et une nuisance. Nos amis les militaires qui ont des pratiques souvent assez peu précautionneuses, et en particulier qui utilisent des sonars à haute fréquence qui ont un impact extrêmement lourd sur les animaux. J'ai eu hier une discussion avec un collègue grec, du WF grec, qui me disait qu'il venait d'avoir 8 Ziphius échoués à la suite d'une manœuvre militaire de l'OTAN qui va surtout souvent s'entraîner dans ces coins-là. La pêche, on l'a vu, peut être une cause de mortalité, et en particulier avec les engins dits fantômes, dormants, qui restent en surface et qui peuvent causer ce type de problème. La pollution, le dégazage, on estime entre 70 et 400 000 tonnes d'hydrocarbures déversés chaque année en Méditerranée au travers de, ce n'est pas des marées noires, hein, c'est simplement ce qui est opérationnel, donc c'est considérable. Les effluents, les rejets, il faut qu'on se rappelle que nous sommes tous des habitants du littoral et qu'on habite dans le Berry, en Savoie, tous nos polluants finissent à la mer, soit la Méditerranée si on est dans le bassin versant, soit en Atlantique si on n'y est pas. Il y a également une pollution qui commence à nous préoccuper, c'est celle des microdéchets, de la dégradation de ces déchets en microfragments. On a estimé à 290 milliards de fragments la quantité totale de fragments en Méditerranée dans les 15 cm d'eau. Vous avez ici un exemple. Mais il y a aussi des gros déchets. Je vous ai mis ici un petit florilège de ce qu'on trouve. Alors pour les engins de plage, on a à peu près la collection complète. Les ballons de baudruche, s'il vous plaît, messieurs, dames, ne lâchez jamais vos ballons de baudruche et dites à vos enfants que les ballons à l'hélium, qu'ils les tiennent bien. Vous faites un nœud pour pas qu'ils s'envolent parce qu'ils finissent à la mer et souvent dans l'estomac des animaux. Et puis je vous ai mis quelques exemples d'impact un peu lourd de ces déchets, parfois dans certaines circonstances qui ne sont pas, eux, méditerranéens. Alors quelles conséquences ça a cette pollution ? Je vous avais préparé une petite vidéo, mais vous la verrez tout à l'heure, comment on travaille à collecter des biopsies. Les résultats, c'est que quand on fait des analyses des composés, et en particulier les polluants dits historiques que sont les PCB et les DDT, dont je rappelle qu'ils sont interdits d'usage depuis plus de 40 ans, eh bien on trouve tout, on a toute la famille dans nos cétacés. Un autre résultat significatif, c'est que les mâles sont plus contaminés que les femelles, d'un facteur 3. Il y a une raison simple à ça, c'est qu'on se contamine tout au long de sa vie au travers de la nourriture, et la seule façon de s'en débarrasser, c'est au travers du lait maternel. Et c'est pour ça que les femelles sont moins contaminées, parce qu'elles transmettent la charge de polluants aux petits, qui finalement se retrouvent dès leur plus jeune âge pratiquement aussi contaminés que leurs parents. Un autre résultat, c'est que ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est que les cachalots et les globicéphales qui sont situés plus haut dans la chaîne alimentaire sont très contaminés, plus contaminés que les rorquals, à des niveaux qui sont parfois proches de ce qu'on sait être un seuil avec un impact sur la physiologie. Et puis un autre résultat un peu plus inquiétant, c'est que nos cachalots et globicéphales de Méditerranée sont 5 à 10 fois plus contaminés que leurs congénères d'Atlantique. Ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Alors plutôt que de vous parler de concentration, j'ai fait un petit calcul pour me rendre compte quantitativement ce que ça voulait dire. Et j'ai abouti au résultat assez significatif que dans un mâle rorqual commun,
et bien vous vous retrouvez avec 75 grammes de PCB. 75 grammes, c'est une très grosse cuillère, c'est une petite casserole de PCB pur dans un rorqual commun, et on monte jusqu'à presque 300 grammes chez un cachalot. 300 grammes, c'est un petit transformateur, on va dire. Donc vous voyez que ce sont, en concentration, ça peut paraître souvent anodin, mais quand ramené à la masse des animaux, ce sont des quantités considérables. Enfin, il y a une dernière menace, et je vais finir là-dessus, qui nous inquiète, en particulier pour le rorqual commun, c'est évidemment le réchauffement climatique. La Méditerranée a cette particularité d'être une mer isotherme, elle est assez bien isolée de l'océan mondial. C'est pour ça qu'elle a une température constante à partir de 60-80 mètres de profondeur, et ce qui permet de mesurer précisément des variations. Donc la température constante de la Méditerranée, c'est 12,6 degrés, qui correspond exactement à la température de l'Atlantique au seuil de Gibraltar, là où les eaux profondes de l'Atlantique pénètrent en Méditerranée. Eh bien, depuis qu'on a des séries fiables, on a mesuré une augmentation de près de 1 degré des eaux un peu plus en surface, un peu moins à partir de 80 mètres, ce qui est énorme. Il se trouve que la ressource unique du rorqual commun, le krill, est une espèce d'eau froide. La question est, est-ce que dans une perspective de réchauffement, cette espèce, qui est la ressource unique de notre espèce emblématique, va se maintenir en Méditerranée, et donc est-ce que le rorqual commun va pouvoir se maintenir en Méditerranée? Voilà, je vous remercie. Je laisse la place à Fanny. J'espère ne pas avoir trop débordé. Donc, bonsoir, je vais enchaîner directement sur les activités du sanctuaire Pélagos qui sont donc mises en place afin de protéger toutes ces espèces. On parle du sanctuaire Pélagos, mais en fait il s'appelle exactement l'accord Pélagos relatif à la création d'un sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée. Donc je vais faire tout d'abord un bref rappel, un contexte. Donc en 1988, il y a eu des prises accidentelles de dauphins dans les filets des pêcheurs en mer Ligure. Et des associations telles que le Rotary Club, Greenpeace et Tethys Research Institute ont tiré la sonnette d'alarme et ont alerté les autorités sur ce problème-là. Il a fallu donc une longue période de négociation et de consultation pour que l'accord puisse voir donc le jour, et a été donc créé, signé en 1999 entre la France, l'Italie et la Principauté de Monaco. En 2001, le sanctuaire a été inscrit sur la liste des ASPIM, ce sont les aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne, et il faut savoir que c'est la seule aire marine protégée internationale de haute mer dédiée à la protection des mammifères marins. Enfin, en 2002, l'accord est d'entrée en vigueur et un plan de gestion a été mis en place en 2004, ainsi qu'un secrétariat permanent, vous voyez là les bureaux, en 2006, afin de mettre en œuvre ce plan de gestion. En 2009, 10 résolutions ont été adoptées par les instances du sanctuaire, on pouvait les compter, il y en a bien 10. Et en 2013, il y a eu la reprise des activités tripartites suite à la réouverture du secrétariat permanent qui a été fermé pendant une période de 3 ans. Mais tous les programmes nationaux ont quand même été mis en place au cours de ces années. Donc, que dit l'accord ? En fait, il engage les parties signataires à garantir un état de conservation favorable des mammifères marins en les protégeant, ainsi que leur habitat, des impacts négatifs directs et indirects des activités humaines. Donc voici la carte du sanctuaire. Il s'étend sur une superficie de 87 500 km² entre la presqu'île de Giens dans le département du Var jusqu'à Fossocchiarone, à la fin de la Toscane en Italie, englobe toute la Corse jusqu'au nord de la Sardaigne. Il concerne donc 3 pays, 5 régions et 238 communes. Le sanctuaire s'inscrit dans un cadre plus global, méditerranéen notamment. On peut citer comme exemple l'accord ACOBAMS, l'accord sur la conservation des cétacés de la Méditerranée, de la mer Noire et de la zone atlantique adjacente. Donc vous avez sur la carte les pays signataires
de couleur plus foncée. Il y a donc 23 pays signataires de l'accord ACOBAMS et on dit que le sanctuaire Pélagos est une zone pilote de l'ACOBAMS. Pourquoi? Parce que quand des mesures sont adoptées dans le cadre de l'ACOBAMS, elles sont tout d'abord mises en place dans le sanctuaire afin de tester leur efficacité. Alors, quelle est la politique de l'accord? La politique se veut participative et collaborative. Voici l'organigramme général de l'accord. Il y a donc des groupes de travail qui élaborent des propositions, qui sont remontées au comité scientifique et technique, qui donc transforment des propositions en recommandations pour les soumettre à la conférence des parties qui adopte des résolutions. C'est l'organe politique décisionnel de l'accord. Parallèlement à ça, nous avons les partenaires et observateurs qui émettent un avis consultatif sur les décisions et le secrétariat permanent où je travaille, donc qui est chargé de la coordination de toutes ces entités, de la mise en œuvre des décisions selon un plan de gestion que nous allons voir tout à l'heure et de la gestion budgétaire et de la représentation de l'accord. Là, après, vous avez la déclinaison à l'échelle nationale avec des références nationales et le parc national de Port-Cros qui est chargé de l'animation de la partie française du sanctuaire. Alors, le plan de gestion se décline en 3 axes principaux. Tout d'abord, la recherche. Ensuite, la gestion proprement dite, que ce soit au niveau de l'établissement d'un cadre législatif ou du développement d'outils pour les acteurs du milieu marin, et la communication, la sensibilisation du public. La recherche s'établit autour de 2 axes, sur les mammifères marins et les activités humaines. Voilà, donc les mammifères marins, les recherches consistent à estimer leur abondance au niveau de la population, combien sont-ils ? Mais également la démographie, comment se présente cette population, combien y a-t-il de mâles, de femelles, est-ce qu'elle évolue, est-ce qu'elle est en déclin? La répartition, comment sont-ils répartis géographiquement, mais également temporellement en fonction des saisons? Leur comportement, régime alimentaire, santé et l'habitat. Pour cela, une série de méthodes existent. Donc, nous avons des mesures par télémétrie satellitaire, des mesures d'observation via des avions ou bien des bateaux. On a également une base de données sur les mammifères marins qui consiste à prendre en photo les ailerons des dauphins afin de les repérer de façon individuelle. Nous avons une méthode acoustique passive qui consiste à mettre à l'eau des hydrophones afin d'écouter leur bruit. Et la biopsie pour prélever des bouts de peau et de graisse pour notamment faire des mesures de pollution. Et la nécropsie afin de les étudier lorsque ces animaux s'échouent sur nos rivages. Également des cartes d'habitat qui sont réalisées par un satellite. Sur les activités humaines, je vais passer rapidement. Donc, il y a 4 axes principaux concernant le trafic maritime avec l'établissement de cartes au niveau de routes des navires dont vous a parlé Denis tout à l'heure. Nous avons donc des cartes de risque, des cartes de bruit. Et un programme Life Linda, un programme européen qui a été mis en place notamment en Corse pour étudier les interactions entre le grand dauphin et l'activité de pêche. Et on est en train également d'établir une liste de tous les opérateurs de whale watching parce que c'est une activité qui est en pleine expansion. Des recherches sont également menées sur tout ce qui est polluant. Évaluer le niveau de contamination des grands cétacés du sanctuaire Pélagos. Pourquoi les grands... Qui a été réalisé par la partie française du sanctuaire. Nous sommes en prospection cétacée. Donc c'est la prospection mensuelle que nous réalisons entre Port-Cros et Porquerolles. C'est-à-dire qu'on photographie les ailerons, voire les queues de certains individus d'espèces différentes. Ces photos sont rentrées dans un catalogue qui est partagé par la communauté scientifique et ça nous permet individuellement de reconnaître les individus. Les études sur ce type d'animaux sont particulièrement complexes parce que la plupart des espèces passent quand même la plus grande partie de leur vie sous l'eau.
2006, on s'est lancé dans un programme qui consiste à évaluer le niveau de contamination des grands cétacés du sanctuaire Pélagos. Pourquoi les grands cétacés? Parce que pour faire ça, on est obligé de prélever des biopsies, c'est-à-dire des petits cylindres de peau et de gras, et qu'on ne peut pas le faire sur des petits animaux, donc on se contente de le faire sur 3 espèces, le rorqual commun, le cachalot et le globicéphale. L'aérosort, l'aérosort. Biopsie réussie. Ah, yes. On travaille sur une famille de polluants qui sont les PCB, les organochlorés, donc tout ce qui est pesticides, etc. Ces familles-là sont des familles, en tous les cas pour les PCB et les organochlorés, qui ont disparu, qui sont interdits normalement depuis des dizaines d'années. C'est très précieux comme information puisqu'on a un suivi des animaux et ça nous permet de faire un peu le même travail qu'avec la photo-ID. On finit par reconnaître ces animaux qui sont quand même assez anonymes. On ne sait même pas si c'est des mâles ou des femelles quand on les voit. Ça permet de comprendre et d'intimiser et d'être en veille sur cette population qui est quand même une population précieuse. Donc voilà ce qui était pour la recherche. Nous allons passer donc maintenant au second volet qui concerne la gestion. Alors, concernant le trafic maritime, il y a un projet de ZMPV. ZMPV, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire zone maritime particulièrement vulnérable. Il s'agirait d'inscrire le sanctuaire Pélagos en tant que tel. C'est un projet qui concernerait donc les compagnies maritimes et qui peut se décliner, se résumer en 4 points. Améliorer la détection des cétacés par une veille accrue et par l'utilisation des compagnies du système type REP7. De maintenir une distance de 500 mètres lorsqu'un cétacé a été observé et de réduire la distance des bateaux le jour lorsque des cétacés ont été observés et de déclarer enfin les événements de collision. C'est un projet qui est en cours de négociation à l'heure actuelle à l'échelle tripartite. On a également donc, le projet de type REP7, nous allons le voir tout à l'heure. Il y a également une gestion des compétitions sportives d'engins à moteur rapide, notamment en Italie. Il faut savoir que cette activité-là est interdite dans les eaux territoriales, des eaux territoriales italiennes du sanctuaire Pélagos. Concernant les pêches professionnelles, l'utilisation des filets maillants dérivants a été interdite par un règlement de la Commission européenne. Il est également obligatoire pour les pêcheurs de déclarer les prises accidentelles des dauphins dans les filets. Et on essaie de promouvoir le pescatourisme. C'est une activité qui lie l'activité de pêche à l'activité touristique. Donc les clients embarquent sur les bateaux des pêcheurs pour aller voir donc, comment se déroule l'activité et il y a souvent l'occasion d'observer des mammifères marins. Concernant le volet construction et prospection en mer, il faut savoir que l'étude d'impact de ces constructions-là sur les mammifères marins est prévue donc, dans les études d'impact sur l'environnement. Également, un système d'effarouchement est mis en place pour les cétacés lors d'essais militaires, afin de les faire fuir et qu'ils ne subissent pas donc, les essais de sonar ou d'autres exercices. Pour le whale watching, la notion de perturbation intentionnelle donc, est interdite. On n'aura plus le droit de chevaucher les mammifères marins comme vous voyez sur la photo. C'est un arrêté ministériel français qui a été mis en place, qui date du 1er juillet 2011. Également un code de bonne conduite qui a été mis en place en partenariat avec l'ACOBAMS, qui consiste à... voilà, vous avez une zone rouge qui est interdite et une zone jaune qui est une zone de vigilance. Nous n'avons pas le droit de poursuivre l'animal, de lui barrer la route. Il faut naviguer parallèlement à lui à une distance de 100 mètres et rester à environ un quart d'heure à ses côtés afin de ne pas le perturber. C'est un code qui est prévu dans le projet de label Whale Watching qu'on essaie de mettre en place et qu'on essaie de développer auprès des opérateurs. Généralement, une issue fatale pour les baleines ou les cachalots. Par la partie française du sanctuaire Pélagos sur les autres actions qui sont... Sur une vingtaine d'années, en fait, on a vu vraiment une explosion de toutes les sortes d'activités humaines. Hein. L'impact des activités humaines sur les cétacés est spécialement notable dans les milieux fortement anthropisés, hein, donc tout le nord de la Méditerranée.
On a un phénomène d'augmentation du risque de collision lorsqu'il y a plus de bateaux et plus de baleines. C'est généralement la période qui s'étend du mois d'avril au mois de novembre dans le nord de la Méditerranée. Au-delà de 12 à 15 nœuds, les collisions ont généralement une issue fatale pour les baleines ou les cachalots. On estime que vraiment beaucoup de gros cétacés ont été victimes de collisions et un danger insidieux qui n'est pas toujours visible, c'est la pollution. En moyenne, chaque année en Méditerranée, c'est une cinquantaine d'échouages sur la façade méditerranéenne, Corse comprise. Il y a 3-4 espèces qui s'échouent vraiment très fréquemment et d'autres beaucoup moins. L'espèce la plus fréquente étant le dauphin bleu et blanc, le dauphin le plus commun dans le sanctuaire. En ce qui concerne les cadavres, il y a des règles à respecter en termes de maladies, donc il faut intervenir avec des tenues, des gants, des protections, des masques. Et pour les animaux vivants, il faut bien connaître les cétacés, leur comportement, pour pouvoir les manipuler de la meilleure façon possible. Forcément impliquer les compagnies maritimes elles-mêmes, en développant avec elles des outils, en mettant aussi en pratique des systèmes de sensibilisation. Le principe de REPSET, c'est d'équiper tous les navires d'un logiciel qui permet aux bateaux de s'informer les uns les autres des positions de baleines qu'ils ont vues sur leur route de navigation. Grâce à ça, lorsqu'un bateau arrive sur une zone dans laquelle il y a potentiellement une baleine, il peut diminuer son allure. À terme, on peut imaginer également des mesures réglementaires qui permettraient de diminuer les risques de collision, de diminuer également les perturbations liées à l'acoustique. Mais dans le cadre de Pélagos, il faut toujours que ça se fasse en concertation avec les armateurs, évidemment. Donc voici ce qui en est pour le domaine de la gestion. On passe maintenant au troisième volet qui concerne la communication et la sensibilisation du public, avec donc des formations tout d'abord professionnelles qui sont organisées, formations pour le personnel navigant avec des élèves officiers, des formations pour les opérateurs de whale watching pour les sensibiliser au code de bonne conduite, des formations échouage destinées aux vétérinaires afin qu'ils aient les bons gestes lors d'échouages de mammifères marins, et on leur distribue également un kit avec tout le matériel, et des formations dédiées au personnel de sémaphore. Il faut savoir que les sémaphores situés dans le sanctuaire Pélagos nous envoient régulièrement des fiches d'observation qui nous permettent de compléter nos bases de données. Concernant d'autres initiatives, on a tout ce qui est ateliers et conférences. Une charte Pélagos qui a été mise en place et qui est dédiée aux communes. On voit là, donc là la commune de Cavalère qui a installé un point auprès des ports d'embarquement, un panneau sur toutes les activités du sanctuaire et les mammifères marins que l'on trouvait au sein du sanctuaire. Et l'outil Ambassadeur Pélagos, une initiative qui est destinée aux plaisanciers qui peuvent s'inscrire en ligne sur notre site internet, s'engager à respecter le code de bonne conduite d'approche des mammifères marins et recevoir un certificat ainsi qu'un petit fanion qui peuvent apposer sur leur bateau. Enfin, tous les outils de communication avec un site internet qui sera bientôt développé dans les 3 langues, anglais, italien et français, des brochures, des bulletins de liaison, des marque-pages et un film dont vous avez vu certains extraits. Donc en conclusion, on peut dire qu'il y a eu d'énormes progrès en termes d'avancées scientifiques et politiques afin d'améliorer les connaissances sur les mammifères marins et sur les activités humaines et leurs impacts. Il s'agit maintenant d'approfondir la recherche et d'engager d'autres actions de gestion et surtout d'intensifier la collaboration scientifique lors notamment d'échanges de données entre les 3 pays, mais également la collaboration politique et également à l'échelle internationale parce qu'il n'y a pas de frontières en mer et donc nos cétacés ont besoin d'être protégés dans tout le bassin méditerranéen. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fanny et Denis.
Nous allons prendre un petit peu de temps pour quelques questions. Bon, salut. Bonsoir. Juste une petite question simple. De novembre à avril, où sont-ils? Eh bien voilà. Alors, c'est une question qu'on s'est posée. On va s'écarter, mais je crois qu'on interfère, Fanny et moi. C'est une question qu'on s'est posée sur les récolte communs sur lequel on a travaillé de 2001 à 2004 en posant des balises Argos. Alors, poser des balises Argos, vous pouvez le faire maintenant, c'est miniaturisé, vous pouvez le faire sur un oiseau, vous pouvez le faire sur une tortue, vous pouvez le faire sur un éléphant, mais il faut pouvoir arrêter les animaux et leur fixer quelque chose, soit un harnais, soit collé, peu importe. Sur une baleine, c'est totalement impossible. Donc, il faut déployer des systèmes qui sont des systèmes un peu invasifs, qui consistent à envoyer dans le lard la balise avec une antenne qui sort et qui est censée émettre, avec tous les problèmes qu'il y a que la baline Argos n'émet que quand elle est en surface. Donc il faut qu'elle émette 3 impulsions pour avoir une triangulation dans le temps de la respiration de l'animal, qu'elle s'arrête de fonctionner avec un interrupteur à eau salée dès qu'elle est en profondeur, qu'elle résiste à la pression, etc., etc. Tout ça a fait que finalement on a eu assez peu de résultats et qu'on a très peu de balises qui ont fonctionné. Donc on a dit qu'on allait arrêter de faire les frais de la technologie. En revanche, on a quelques idées puisqu'il y a un Américain qui est venu travailler chez nous, un scandale, et qui lui utilise des balises. C'est pour ça qu'on a des réticences qui sont beaucoup plus longues et qui donc vont s'ancrer jusque dans le muscle, en tous les cas qui traversent le gras. Parce que en fait, le gras de l'animal, il est pratiquement liquide. C'est-à-dire que quand vous fixez quelque chose dans le gras, avec la moindre vibration, finalement ça bouge, ça bouge, ça bouge et ça sort. Donc la solution qu'il a trouvée lui, c'est d'aller un peu plus profond, jusque dans les aponévroses, et donc de ficher la balise. Il y a 11 balises qui ont fonctionné. Non, il a mis 11 balises, il y en a 7 qui ont fonctionné. La plupart des animaux sont restés dans un secteur qui va du sud de Marseille, Nord-Baléares, pendant les mois d'hiver. Il y a un animal qui est sorti par Gibraltar et qui a commencé à remonter vers le golfe de Gascogne et qu'on a perdu ensuite. Et on sait également qu'il y a quand même une assez forte concentration des animaux au mois de janvier du côté de la Sicile, vers Pantelleria, par là. Donc ce qu'on sait, c'est que... alors ce qu'on sait du plan génétique, c'est que les animaux sortent peu, c'est-à-dire qu'il y a bien une espèce de sous-population méditerranéenne. Même si les animaux sortent, ils semblent se reproduire assez peu avec leurs congénères d'Atlantique, de l'Est en particulier, et que probablement ils restent dans ce secteur, mais peut-être un peu plus dispersés dans le bassin que l'été où ils sont vraiment concentrés dans le sanctuaire Pélagos. Voilà ce qu'on peut dire à ce jour, mais on mesure avec des questions simples comme ça et les maigres réponses qu'on peut apporter toute la difficulté qu'il y a à étudier des animaux qui sont très gros mais très discrets. Bonsoir. À droite, voilà. Je voudrais savoir comment se fait-il que pour des animaux qui ont une nuit aussi sensible que ce que vous avez dit, puisqu'ils se déplacent en système acoustique, ils n'entendent pas les bateaux arriver. Comment se fait-il qu'ils puissent être heurtés par un bateau alors que normalement ça navigue très vite un cétacé, je veux dire. Oui, ce que vous dites, c'est une question qu'on se pose tous. Et donc, encore une fois, on est obligé d'extrapoler par rapport à ce qu'on connaît. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans la tête d'un cétacé. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si vous regardez l'évolution de ces animaux, il n'y a absolument rien qui les prépare dans le milieu naturel, à pareil une attaque qui vient en surface. Ça n'existe pas. Bon, éventuellement un orque, mais et encore, même pas. Donc, ils ne sont pas déjà très adaptés. Et deuxièmement, il y a une question de vitesse. C'est-à-dire que quand ça arrive vite, ils ont beaucoup de mal à le situer et encore une fois, à le situer probablement en vertical, dans les 3 dimensions. Et voilà. Et c'est tout ce que je peux vous dire parce qu'effectivement, j'aurais tendance à penser comme vous. Mais malheureusement, le résultat est là. Ils se font souvent prendre. Et on connaît quelques collisions quand l'animal est ramené au port. Et encore, je suspecte que certains commandants, voire certains de nos bateaux militaires font des petites marches arrière pour se débarrasser du fardeau quand ils s'en aperçoivent. Mais il y a probablement beaucoup plus de collisions que ce qu'on connaît. Et il y a un exemple amusant qui est celui de constater que tous les squelettes de grands cétacés qu'on connaît dans les muséums ont tous des côtes cassées. Ce qui signifierait que peut-être
il y a pas mal de collisions qui ne sont pas létales, mais qu'elles sont finalement assez fréquentes. Tu as dit que tu ne posais pas de questions, toi? Une question qui est directement liée à la réponse. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, les bateaux qui font la traversée Corse-Continent diminueront leur vitesse et que ça permettra d'éviter ces collisions? J'ai une très mauvaise opinion des compagnies maritimes en ce moment. Je vais vous faire partager ma colère. Le système REPSET dont on a parlé, qui est ce qu'on fait de mieux aujourd'hui, c'est pas parfait. Par exemple, la nuit, ça marche pas. La nuit, vous les voyez pas, ça marche pas. Mais au moins, c'est ce qui se fait de mieux, c'est partager la donnée, faire un peu attention, améliorer la veille, éventuellement réduire sa vitesse quand ça craint. C'est pas grand-chose, ça. Et alors, ça coûte extrêmement cher, puisque ça coûte 3 600 € par an d'abonnement. Ramené au coût de fonctionnement d'un bateau, ça coûte moins d'1 heure de fonctionnement d'un navire sur l'année. Eh bien, les compagnies maritimes rechignent à s'équiper. On a eu des réponses que je qualifie d'inacceptables de la compagnie Corsica Ferries. Et ça, je trouve que c'est inacceptable dans le contexte d'un sanctuaire. 3 600 €, c'est rien. Et ce que je dis vaut pour la Marine nationale et pour pas mal des bateaux de l'État en mer qui sont eux aussi pas équipés, même si la volonté est maintenant dite. Ça fait partie des résolutions adoptées pendant la conférence environnementale de septembre. Pour le moment, on attend toujours. Oui, je m'appelle Patrick Palu. J'ai été en charge de faire avec quelques collègues un rapport justement sur la protection des mammifères marins contre les activités anthropiques. On a écouté 250 personnes environ. Donc on a bien pris la mesure des problématiques que vous avez d'ailleurs évoquées tout à l'heure, qui sont tout à fait réelles. Par contre, en matière de solution, ce n'est pas aussi évident que vous avez l'air de le dire. Alors je pourrais ajouter quelque chose. Là, il y a une personne qui posait la question de savoir pourquoi les mammifères marins heurtaient les bateaux et pourquoi ils ne s'éloignaient pas. Mais déjà, il y a une raison un petit peu simple, c'est qu'il y a la vitesse, certainement, qui les empêche. Ce ne sont pas des animaux très manœuvrants. Il y a aussi le fait que le bruit n'est pas propagé autour du navire de façon omnidirectionnelle, mais il est plutôt sur l'arrière. Donc effectivement, le délai d'alerte est peut-être un peu court. Peut-être une solution, ce serait de faire des bateaux qui font du bruit sur l'avant et pas sur l'arrière. Ça, on a posé la question, on n'est pas sûr que ce soit faisable. Et puis, comme vous l'avez souligné, ces animaux vivent sous l'eau et parfois leur sortie est tout à fait intempestive. Nous avons rencontré pas mal d'associations ONG qui nous ont dit être témoins ou avoir été témoins de sorties brutales de cétacés devant les trappes du navire et comprendre alors que leur préconisation pour faire des veilles à la passerelle et éviter les collisions était quelque chose d'extrêmement difficile, voire impossible. En particulier, ils ont cité le cas de cachalot qui sortait très vite, qui avait réussi à se tirer, mais ça n'était pas du tout évident. Donc il y a une vraie problématique de la détection de ces bêtes, et comme vous l'avez remarqué, les bateaux naviguent la nuit, et la nuit on voit rien. Voilà. Donc il y a beaucoup, c'est très difficile. Et ce que vous avez dit tout à l'heure sur les compagnies maritimes, croyez-moi qu'elles sont extrêmement mobilisées, parce que ça fait très très mauvais effet de rapporter un cachalot sur le bulbe. Voilà. Alors ça, c'est ce que je voulais dire par rapport au cachalot. Alors maintenant, sur REPSET, vous avez dit que c'était la méthode miracle. J'en doute. Pardon, j'ai pas entendu. J'en doute. De quoi? Que ce soit la méthode miracle, REPSET. Non, je n'ai pas dit que c'était miracle, non. Je dis que c'était pas miracle, justement. Voilà. Alors, accuser les gens de ne pas vouloir s'équiper d'un matériel qui est finalement intéressant comme idée. Le problème, c'est qu'on n'a pas la source de la présence des cétacés. Alors imaginez, vous, quand vous êtes dans votre voiture, si on vous dit qu'il y a des radars partout, mais qu'il n'y en a pas, vous finirez par pas croire. Si c'est comme ça que vous voyez que vous voyez le citoyen, peut-être, mais je n'ai pas la même conception de la citoyenneté. D'accord. Le citoyen qui emploie les bateaux, qui traversent, qui font traverser, les passagers veulent arriver à l'heure. Un taxi, normalement, un professionnel de la route, il respecte les limitations, c'est son travail. Bon, enfin, restons factuels. Aujourd'hui,
il y a très peu d'informations sur la présence de cétacés, et quand il y en a, c'est une probabilité de présence, et toutes les personnes interrogées, tous les gens à la passerelle, les commandants de bateau à la passerelle interrogés, ont dit qu'ils n'avaient jamais croisé un mammifère marin qui leur avait été signalé par le système. Évidemment, il y a 5 personnes. Oui, non, vous êtes, oui. non, mais vous dites la même chose que moi. Bien sûr, mais comme voilà. on vous l'a dit, le système n'est efficace Alors, que s'il est partagé. on a suggéré dans notre rapport que plutôt que d'avoir une source d'information par les bateaux, il y ait des sources flottantes avec, pour tout ce qui est animaux qui font du bruit, qu'on ait des capteurs sonores, que c'est beaucoup plus fiable au point de vue source d'information. Alors, si vous trouvez le budget, moi je suis entièrement d'accord. Vous avez un exemple à Boston, l'entrée de Boston, où effectivement il y a un système qui marche très bien, et qui n'est pas vraiment propriétaire. C'est une application qui peut se charger sur un outil normal, et c'est pas une usine à gaz comme Repset. Et en plus, lorsqu'un bateau est informé qu'il y a présence de mammifères marins, il y a vraiment présence parce que c'est des capteurs locaux qui sont sur place et qui attestent de la présence des mammifères. Donc il est possible de faire des choses. Et tout ce qu'on nous a présenté, effectivement, il y a tellement d'aléas que ça n'est pas crédible. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut rechercher quelque chose de plus performant. Alors, je peux répondre à ça très rapidement parce qu'on ne va pas passer la soirée dessus. Le système que vous décrivez est parfait. Ça coûte des millions d'euros. Parce que pour mailler le secteur Pélagos, ne serait-ce que le secteur Pélagos, avec des systèmes de détection acoustique en temps réel, parce que ce qui est à la boussole, c'est des enregistrements que vous récupérez tous les 6 mois. Donc des enregistrements en temps réel, ça coûte des millions d'euros. Ça a existé dans certains endroits extrêmement précis où il y a vraiment une petite zone très limitée, un problème avec les baleines franches en particulier. Là, ça peut marcher. Si vous voulez équiper Pélagos, c'est des millions d'euros. Alors, je dis bien, Repset, ce n'est pas le meilleur des systèmes et c'est le meilleur qu'on a aujourd'hui. Deuxièmement, je vous signale que les hydrophones, comme vous le dites, sont des animaux qui font du bruit. Les rorquals ne font pas de bruit. En tous les cas, pas de l'audible. Donc déjà, pour les rorquals, ça ne marche pas. Donc, je suis bien conscient que Repset n'est pas la panacée. Je dis simplement qu'aujourd'hui, pour un coût réduit, il n'y a pas mieux. Et que ça vaut au moins le coup d'essayer à plus de 5, parce que si vous êtes 5, à partager de l'information, ça ne fait pas beaucoup d'informations, donc effectivement, elle n'est pas fiable. Si vous êtes 30 ou si vous êtes 50, l'information, elle devient plus abondante et plus fiable. C'est tout ce que je dis. Oui. Oui, mais on est dans un sanctuaire, donc ce n'est pas le but, ce n'est pas de les chasser. Ben encore une fois, il faut être cohérent. On ne veut pas chasser les animaux du sanctuaire, on veut qu'ils y restent. Donc si tous les bateaux, vous avez vu les lignes qui sillonnent, sont équipés de répulsifs à cétacés, on crée une zone vide, ce qui n'est pas l'objectif. Et puis, de façon plus technique, finalement, tous les répulsifs qui ont été essayés pour chasser les cétacés, des filets de pêche en particulier, sauf sur certaines espèces comme le marsouin, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne plus comme des à la soupe. Après, je ne pense pas qu'il existe de solution unique, mais au contraire, il faut qu'on essaie de développer et d'approfondir tout ce qu'on a déjà en main. Et en particulier la détection infrarouge, si on arrive à la mettre au point sous l'eau. Dans l'océan Indien, il arrive fréquemment que les baleines vont au contact des cargos car ils se régalent des crustacés qui sont collés à la coque. Quelle baleine? Je connais pas de. Alors bon, je connais pas de baleine qui se nourrit de crustacés. Peut-être qu'il y en a un dans l'océan Indien, mais. Ouais. Bon là, le bateau est au ralenti, j'imagine. Je sais pas, je peux pas vous répondre, je connais pas ça. Toi, tu connais ça, les cétacés mangeurs de crustacés? Oui?
Oui, bonsoir. Lorsque vous disiez qu'il serait bon pour les cétacés que les navires réduisent leur vitesse, qu'est-ce qui vous paraît une vitesse appropriée? Pourquoi? Comment? Vous voulez dire qu'est-ce qui fait que réduire la vitesse Quelle est la bonne vitesse? Oui, quelle est la bonne vitesse? Quelle serait pour vous la bonne vitesse? Le seuil, les résultats scientifiques qu'on a sur cette question, c'est ce qui a été dit dans le film. On sait qu'en dessous de 13 nœuds, d'abord, les chances de survie sont supérieures et ça semble être une vitesse, c'est le seuil. Pour le moment, c'est la meilleure connaissance, encore une fois, qu'on a avec toutes les réserves qu'on peut avoir. On parle de 13 nœuds. Voilà, en dessous de 13 nœuds, les animaux sont à la fois capables d'esquiver et s'ils n'y arrivent pas, les conséquences ne sont pas létales. D'accord. Voilà. Alors, pardon, merci beaucoup. J'avais une autre question qui concerne ces fameux bateaux qui cherchent le pétrole en Méditerranée. Vous savez, qui déclenchent un paquet d'explosions. Est-ce que ça, vous avez réussi à l'interdire dans le secteur Pélagos? Quel est leur impact? Comment vous voyez ça? C'est une des très grandes menaces qui pèsent sur la Méditerranée. C'est une des frayeurs qu'on peut avoir si on aime la Méditerranée. Aujourd'hui, elle déclenche de très gros appétits parce qu'il y a des réserves importantes. Il y a dans le golfe du Levant, il y a un gisement qui représente un siècle d'autonomie pour Israël, qui aujourd'hui dépend de l'Égypte pour ses approvisionnements. Donc vous imaginez, quand vous êtes un responsable politique, c'est difficile de dire je vais protéger les cétacés alors que vous avez un siècle d'autonomie énergétique devant vous. Donc il y a des très gros appétits, il y a des très gros enjeux, il y a des permis partout qui fleurissent partout. Si vous regardez les permis, toute la botte italienne est couverte par une chaussette de permis, ça remonte au-dessus du genou. Donc voilà, c'est vrai que c'est une grande crainte d'abord en termes d'exploitation, et là je ne parle même plus des cétacés parce que un accident en Méditerranée, je ne vais pas dramatiser, je fais partie de ceux qui considèrent qu'une marée noire, l'environnement en prend pour 15 ou 20 ans, ce qui à l'histoire géologique de la planète n'est pas une catastrophe. Mais en revanche, 15 ans de tourisme foutu en l'air, ça vous détruit une économie locale complètement. Et l'accident, comme on est sur des technologies à la limite, puisqu'on travaille profond en Méditerranée, on est en train d'exploiter au-delà de 2000 mètres, et on a bien vu au Mexique que même si les probabilités sont faibles, l'accident est considérable. Donc il y a déjà ça, ce problème-là, basique, que de notre point de vue, il n'y a pas compatibilité entre l'exploitation offshore profonde et les caractéristiques écologiques de la Méditerranée. Et puis il y a, comme vous l'avez dit, tout l'impact de la prospection qui fait du bruit, c'est des explosions, et donc c'est un chapelet d'explosions qu'on va faire traverser au travers Pélagos. Jusqu'à présent, en France, il y a une espèce de moratoire. Il y a eu un permis Rhône-Méditerranée qui a été déposé, pas dans le sanctuaire, mais en périphérie, ce qui se trouve quand même à proximité immédiate d'une vingtaine d'aires marines protégées, entre la Corse, le parc naturel marin du golfe du Lion, le parc national des Calanques, le parc national de Port-Cros, Pélagos, et j'en passe. Vous êtes de toute façon avec les courants à portée de tout, et à portée de zones extrêmement riches. Jusqu'à présent, ce permis est en stand-by, on ne sait pas ce qui va se passer. On serait étonné que les compagnies maritimes se laissent faire comme ça aussi facilement, mais pour le moment, il y a un silence. En revanche, les Espagnols délivrent des permis, les Italiens délivrent des permis. D'ailleurs, à titre anecdotique, les Espagnols ont délivré des permis dans la zone économique exclusive française, parce qu'il y a une petite dispute au niveau du golfe du Lion, où la France a décrété qu'elle avait sa ZEE, donc sa zone économique exclusive. Pour les Espagnols, c'est une zone de pêche traditionnelle, donc voilà, ils ont délivré des permis. Il y a une dizaine de permis qui sont délivrés dans les eaux, dans la zone économique exclusive française. Voilà, c'est une vraie crainte, c'est une très grande crainte qu'on a aujourd'hui, qui est accentuée par le fait qu'au niveau européen est sortie une directive sur l'organisation maritime spatiale, et que c'est clairement une porte ouverte pour toutes ces activités, pour s'engouffrer dans tous les océans et dans toutes les Méditerranées. Parce que dès lors que vous faites de la planification spatiale, vous êtes dans un processus de concertation. Si vous concertez, vous mettez tout le monde autour de la table, y compris les très méchants comme les pétroliers qu'on arrivait jusqu'à présent à contenir au nom de principes, etc. Là, du coup, vous les mettez autour de la table, et s'ils sont autour de la table, ça veut dire qu'ils auront une part du gâteau, forcément. Et c'est ce qui s'est avéré être le cas dans les essais qu'on connaît. Donc voilà, c'est une très grande crainte sur la Méditerranée, l'exploitation pétrolière, parce que de notre point de vue, elle est complètement incompatible, et pas seulement avec les cétacés, mais avec la Méditerranée dans son entièreté.
si on peut résumer, quelles sont les règles particulières à Pélagos par rapport aux zones extérieures en ce qui concerne la navigation ou l'exploitation? Est-ce qu'il y a des règles de pêche? Qu'est-ce qui est interdit en définitive et qui protège véritablement les cétacés dans Pélagos? C'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. Il existe différentes mesures qui ont été prises. Il y a un arrêté ministériel qui permet d'interdire la notion de perturbation intentionnelle des cétacés. C'est quand même nouveau. Donc ça va de pair avec le code de bonne conduite qui est proposé, qui a été élaboré. Pareil, en Italie, depuis longtemps, les courses d'engins à moteur rapide sont interdites dans les eaux territoriales italiennes des sanctuaires. Donc il y a quand même des mesures qui ont été prises, qui ont été mises en place, mais c'est vrai que ça demande du temps, ça demande une négociation tripartite. Et là, on peut voir aussi un engagement de la part des maires, des communes, avec la signature de la charte Pélagos qui prend de plus en plus effet. Enfin, la plupart des cétacés sont en haute mer. Alors, ça c'était la secrétaire exécutive de Pélagos. Je tiens un autre discours, même si je rappelle qu'on a créé le premier programme marin du WWF, qui a été créé en 2000. Avant, il n'y avait pas d'activité marine au WWF. Ça a été Cap Ligure pour accompagner la création du sanctuaire Pélagos. Donc on aime Pélagos, je l'aime Pélagos, et je salue tout le travail qui a été fait de concertation. Ça a été vraiment une façon d'envisager la gestion d'un espace de façon moderne au travers de la concertation. Il y a eu des rencontres avec les pêcheurs qui ont permis d'aboutir à des résultats non réglementaires, simplement de bonne volonté par l'échange. Mais à côté de ça, il faut quand même dire que c'est un accord extrêmement faible. Il n'y a aucune prérogative particulière dans le cadre de Pélagos. Il y a simplement un espace dans lequel on a favorisé la recherche et dans lequel on favorise la discussion. Mais tout ça repose sur beaucoup de bonne volonté. Beaucoup de bonne volonté et très peu de moyens. En France, l'État finance moins d'un équivalent temps plein pour la gestion de 87 500 km². Enfin, la partie française est un peu plus petite, mais les proportions restent les mêmes. Donc aujourd'hui, qui aime bien châtie bien. Je trouve cet endroit formidable, je trouve ce qui a été fait est très important, mais je pense qu'il est temps de passer à un autre niveau à Pélagos, qui n'a pas les moyens aujourd'hui, ni la volonté politique, ni la bonne volonté de certains acteurs économiques, je le répète, pas tous, mais certains, mais il y a encore une fois des gens très bien, en particulier par exemple la Méridionale qui a équipé tous ces bateaux. Bon, mais il y a d'autres choses que le trafic maritime, encore une fois. Et je pense qu'il faut passer un nouveau saut si on ne veut pas que Pélagos devienne finalement voilà, une zone un peu vide de sens parce qu'on ne s'est pas donné les moyens de respecter les engagements qu'on a pris. Toujours pour modérer les propos de mon cher Denis, je tiens quand même à souligner qu'il y a des programmes nationaux de recherche qui sont réalisés tous les 3 ans, notamment par la partie française du sanctuaire. Et c'est vrai qu'on a pu constater un petit ralentissement des activités à l'échelle des 3 pays, parce que justement il y a eu donc, la fermeture administrative du secrétariat permanent qui a réouvert depuis peu 2013.